create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? La troisième et dernière journée de Montréal Connect, la semaine numérique de Montréal, avec notre focus territoire un peu chauvin, celui de Montréal, qui va porter sur le futur de l'innovation en intelligence artificielle. J'accueillerai sur scène, s'il vous plaît, le modérateur John Drucker du PME Montréal, Anne Huyenne du Conseil de l'innovation du Québec, Carl Côté de Paralogue, Thierry Warnin de HEC Montréal, et Guillaume Hervé de Zétan. Merci Alors, beaucoup. bon focus. Merci tout le monde d'être venu. Si vous voulez prendre place, il y a de la place à côté de Annie. Oui, bien sûr. Bien, bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. Merci d'être venu ici à notre panel. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de le futur d'IA, le futur de Montréal, le futur du travail tout ensemble. Je suis très, très honoré d'avoir un panel très distingué ici avec moi. J'ai l'honneur et le plaisir de poser plein de questions à mes amis afin de discuter, vraiment une discussion sur l'IA. Qu'est-ce qu'on fait ici à Montréal et pourquoi le Montréal se distingue ou non? Et c'est quoi les enjeux qui se présentent à nous, pas juste ici à Montréal, mais partout dans le monde avec les avancements d'IA? Tout d'abord, je vais me présenter très vite. Je m'appelle John Drucker. Je suis le directeur d'innovation pour PML MTL Ouest de Lille. J'ai mes collègues dans l'audience aussi qui sont les autres directeurs d'innovation. Mais s'il vous plaît, si on commence avec M. de Zétan, Guillaume, de vous présenter, on va le faire en chaîne. Donc, bonjour tout le monde. Guillaume Hervé, PDG cofondateur de Zétan, entreprise à Montréal. On livre des solutions d'IA agentique pour faciliter le travail et la productivité des gens dans les fonctions d'affaires de tous les jours. Donc, on parle de transformation numérique via l'IA génératif. Anne Huyenne, directrice responsable de l'intelligence artificielle au Conseil de l'innovation du Québec, avec le chapeau vraiment de l'entité mère IA Québec. Merci. Thierry Varin, je suis professeur de sciences des données dans le département des affaires internationales à HEC Montréal. Merci. Carl Côté, CEO de Paralogue. Nous, on développe des outils d'IA pour l'industrie créative, jeux vidéo, expériences immersives. Puis on aide les développeurs à faire les personnages qui sont contrôlés par l'intelligence artificielle à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Excellent. Mais maintenant, on va plonger dans la discussion. Et une des questions qu'on se pose ici à Montréal, même nous dans le développement économique, c'est qu'est-ce qui nous distingue ici à Montréal? Pourquoi est-ce que nous sommes tellement attrayants contre les autres villes parmi au monde, les villes à l'international? Qu'est-ce qui nous fait des meneurs dans l'IA? J'aimerais savoir. Carl? Ben oui, nous, en tout cas, du moins de notre perspective, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, Montréal, plaque tournante de jeux vidéo, c'est certain qu'on a une reconnaissance en termes de créativité. Et l'IA, ça fait déjà plein d'opportunités qu'on a depuis plusieurs années de l'intégrer au sein des productions. Donc, je pense que ça, c'est intéressant, mais on a aussi l'opportunité d'avoir accès à du talent qui vient des différentes universités, qui sont aptes à transférer les connaissances de ce qui se passe en recherche vers ce qui se passe dans l'industrie. Puis je pense que ça, cette synergie-là est très intéressante ici à Montréal en particulier. Excellent, excellent. Que pensez-vous de ces...
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est bon en intelligence artificielle à Montréal? C'était le panel Chauvin, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu. Et bien, ce qui fait qu'on est bon, déjà, il faudrait qu'on redéfinisse ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et puis, c'est quoi être bon dans ces définitions-là? Je suis un prof, hein, donc il faut m'excuser, les mots sont importants. Pour moi, le Confucius disait, lorsque les mots perdent leur sens, l'homme perd sa liberté. Donc, moi, j'aime bien définir les concepts. Mais pour être chauvin, parce qu'on a inventé, grosso modo, l'intelligence artificielle. On a puis au Canada en général, on a des chercheurs comme Yoshua Bengio, comme Jeff Hinton, qui à Toronto et à Montréal. Et puis Jeff Hinton a été un personnage, et toujours un personnage extrêmement important dans le développement d'une technique mathématique. Parce que l'IA, c'est des mathématiques. Vous voyez, je m'en vais vers ma définition. Mathématiques et du code et des données. Et en fait, Jeff Hinton, pour plein de raisons, a résisté à l'hiver de l'IA et a continué à faire ses travaux de recherche. Et c'est ce qui est connu sous le nom d'apprentissage profond. Donc, c'est ce croisement, ce carrefour, en fait, dans la littérature en informatique, qui fait qu'aujourd'hui, Montréal et puis le Canada, mais Montréal en particulier avec Yoshua Bengio et les bébés de Yoshua Bengio, fait qu'on est une place extrêmement réputée sur la planète. Des gens comme moi viennent à Montréal pour ces raisons-là, par exemple. Donc, on a des raisons d'être chauvin, oui. Excellent. Annie? On n'est vraiment pas très, très bon pour se vanter au Québec. J'ai vraiment l'impression que là, il y a 2 pièces de casse-tête qui se sont présentées au niveau des talents, au niveau des assises universitaires, des connaissances, mais quand même dans le développement économique, c'est ce qu'on vise aussi. T'sais, au Québec, il y a quand même 700 organisations qui aident à l'adoption de l'innovation. Parmi celles-ci, il y en a 200 sur toute la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, dans son développement et son utilisation, donc de la recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche opérationnelle, commercialisation, jusqu'à l'adoption en milieu réel. Donc, 200 organismes qui aident sur toute cette chaîne de valeur-là. Puis, au découlant, lorsqu'on arrive à créer, lorsqu'on arrive à monter de littératie en intelligence artificielle, bien, au bout de ça, il y a quand même 800 entreprises au Québec qui ont des produits et services en intelligence artificielle, plus 866 startups qui ont des produits en intelligence artificielle. Donc, dans cette créativité-là, on ne fait pas juste créer pour créer, penser pour penser. On est là aussi pour encapsuler des solutions qui ont une valeur pour la communauté. Excellent, merci, merci. Guillaume? Pas grand-chose à ajouter. Je pense que le mot qui me vient à l'esprit avec ça, c'est collision. Il y a une collision au Québec, à Montréal, de différentes technologies. Donc, technologie, gaming, IA, TI, etc., mais aussi créativité, Cirque du Soleil, les enjeux. Donc, on voit un mélange qui est propice à la commercialisation de technologies parce que la recherche et le développement qui n'est pas appliqué quelque part dans notre vie reste un peu intouchable, introuvable. Donc, je pense qu'il y a une collision qui se fait ici, entre autres à cause du multiculturalisme, des gens qui viennent de tous les pays, qui nous démarque dans notre capacité de ne pas juste développer de l'IA, mais de l'appliquer dans des sphères très différentes. Là, tu as touché sur un point que j'aimerais poser la question. Pensez-vous que ici à Montréal, parce que nous sommes vraiment une ville très, très multiculturelle, multilingue, est-ce que ça sert à avantage pour nous contre les autres villes parmi au monde? Je vais sauter dans l'arène. Les gens qui ont réussi leur adoption de l'intelligence artificielle ont réussi leur culture d'innovation. Puis dans la recette de culture d'innovation, il y a 3 ingrédients. Le premier, c'est avoir réussi à nommer une personne ou une entité gardienne des ambitions d'innovation, de la donnée, de l'intelligence artificielle. Donc ça, dans toutes les organisations au Québec, on réussit à trouver, même qu'au Québec, on a un innovateur en chef du Québec, qui est un rôle assez unique. Ceux qui ont réussi leur culture d'innovation et l'adoption d'intelligence artificielle ont eux aussi créé des carrés de sable, des laboratoires vivants. Puis à Montréal, au Québec, on a beaucoup de laboratoires vivants. C'est pas rare qu'on dise « Ah, ça, c'est un living lab. Ah, ça, c'est un hub d'exploration. » Donc ça, c'est important. Puis finalement, le dernier ingrédient, c'est d'avoir réussi à adopter une vraie approche d'équité, diversité et inclusion. Et c'est une recette réelle. C'est pas parce que je suis la seule fille sur le panel que je vais puis ethniciser que je vais dire « Ah, c'est important. » Mais c'est une grande
grande force parce que lorsqu'on déploie, puis on développe, puis on veut utiliser l'intelligence artificielle, au découlant, il faut avoir un bon contrôle de la qualité sur la donnée qui rentre dans ces applications et les résultats qui en ressortent. Et la seule façon de se garder serein dans tout ce processus-là, c'est d'avoir tous les gens, toutes les parties prenantes autour de la table avec des regards représentatifs pour s'assurer que la qualité de la donnée est là, mais que le résultat ne crée pas des billets. Donc, un risque aussi pour la réputation de tous ceux qui utilisent ces différentes applications. Donc, l'EDI est vraiment important, c'est une force du Québec notamment. Oui, j'adore ce que vient de dire Anne. Chez Zetan, on a pris une approche proactive, mais vraiment stratégique dans l'embauche, parce que les gens de différentes cultures vous ouvrent des points morts que vous ne voyez pas dans votre culture. Donc, Zetan, présentement, c'est quoi? C'est des Français, des Québécois, des gens de la Turquie, de l'Iran, Égypte, Inde, je pense que j'en manque un ou deux, qui vient complémenter une équipe qui, dans des discussions d'innovation, on est beaucoup plus ouvert à différentes idées parce qu'on voit des points de vue qu'on n'aurait jamais vus nous-mêmes basés sur notre culture et nos points morts. Voulez-vous ajouter quelque chose? Un sujet qui est cher à mon cœur, un peu dans cette ligne-là, c'est la représentation des cultures dans les données aussi. Parce que non seulement, oui, la diversité, ça permet de défier, ça ne veut pas dire que ça va amener vers la vérité, mais ça va soulever des questions qui vont permettre ensemble d'aller vers une sorte de vérité, si elle existe. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est, et on est ici à Montréal, et vous voyez, je m'exprime en français, il y a la langue anglaise, il y a plein d'autres langues en Afrique. J'étais avec une délégation africaine juste avant, avec les langues vernaculaires par exemple en Afrique, on a des dizaines de milliers. Donc comment est-ce qu'on garde dans nos modèles de fondation, donc je vais parler d'IA générative commerciale ici, je vais parler de ChatGPT, mais ce n'est pas la seule, et je pense qu'on parlera des modèles commerciaux de l'intelligence artificielle, mais comment est-ce qu'on s'assure que cette culture, ou ces cultures et ces langues puissent être finalement représentées dans nos modèles de fondation. À nouveau, peut-être pas ChatGPT, peut-être notre propre modèle de fondation québécois ici. Je plante une graine ici, mais je pense que c'est extrêmement important parce que si la diversité est importante pour apporter des solutions, il faut aussi que cette diversité soit dans les outils qu'on utilise. Et je pense que c'est un enjeu quand même important. Donc oui, il faut absolument valoriser la diversité. Excellent. Merci. Carl? Oui, chez nous, on est encore une très petite équipe. Je n'ai pas une quantité incroyable de culture représentée. Mais par contre, au niveau des utilisateurs, les gens qui vont employer les outils, nous, c'est super important qu'on ait une grande variété de points de vue et de façons de représenter ce qui est dans la créativité, surtout en jeu vidéo. C'est le fun factor, hein, c'est le plaisir. C'est très arbitraire, puis c'est très différent d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc, on est capable d'offrir la possibilité à ces créateurs-là, ces créatrices-là, de réaliser des visions qui leur sont propres. Donc, par exemple, j'ai vu dernièrement des jeux où on se posait la question, est-ce que le point de vue des femmes qui arrivent à faire la création de jeux, ça a été longtemps l'apanage d'hommes? Comment ça transforme? Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Comment elles veulent exprimer leur intention à travers le développement de leur jeu? Puis, on a découvert que souvent, c'est un processus qui est très différent. Donc, nous, à l'intérieur de nos réflexions sur comment innover, comment arriver avec des propositions nouvelles, c'est vraiment intéressant d'aller chercher ces points de vue-là, puis enrichir nos outils, puis nos façons d'offrir des processus de création. Intéressant. Merci beaucoup à tout le monde. J'aimerais toucher un point maintenant qui est peut-être sensible, mais c'est l'impact sur la société et sur l'emploi. La raison pour laquelle je pose cette question maintenant, c'est dernièrement, on a vu vraiment cette semaine que je pense que c'est 14 000 employés de Amazon seront mis à la porte. Personne ne dit, mais c'est à cause de l'IA. On va être plus efficace. Il y avait quelques semaines que le chef de Meta
Mark Zuckerberg a dit que chaque employé devrait devenir 5 fois plus productif avec l'IA. Que pensez-vous de ces événements? Que pensez-vous comment ça va nous affecter ici à Montréal et le marché du travail? Carl? C'est intéressant. Hier, j'étais sur un panel de discussion avec Google. Et c'est un peu les questions que tout le monde se pose en ce moment. Dans quelle mesure ces transformations-là vont venir vers nous? Là, la question était posée sur les startups en AI, comment on souhaite faire cette transformation-là. Là, la question, c'est comment ça affecte le travail de tout le monde. Le truc qu'on entend le plus depuis quelques semaines, mois, là, c'est de dire que c'est pas tant que ça va remplacer des emplois, que les gens qui ne sauront pas utiliser ces outils-là, c'est eux qui vont prendre le relais. Donc, c'est important de faire de la formation puis d'intégrer ces outils-là à l'intérieur des chaînes de production et dans la façon de changer le travail au quotidien. Donc, est-ce que vraiment ça va transformer au point de... Je pense que Amazon, c'est un cas extrême un peu. Je pense plutôt ce qu'on voit, c'est, par exemple, j'enseigne à l'université. Je demande à ma cohorte d'étudiants, avez-vous utilisé déjà l'IA? C'est certain, pour faire des travaux, ils vont l'utiliser. Mais après, pour coder, moi, je fais des cours en programmation, ils n'ont pas encore été testés, ces outils-là. Et une des premières choses que je leur dis, si vous n'êtes pas en train de regarder ces choses-là, vous risquez d'être de jeunes dinosaures dans l'industrie. Parce qu'il faut comprendre ce que ça fait, il faut comprendre comment ça peut être utilisé et exploité, parce que c'est une vague qui vient. Donc, c'est vraiment une grande question qu'il faut se poser sur comment ça va être transformatif à plein de niveaux. Merci. Annie? Oui, parce qu'on m'a vu réagir, puis je me suis reculée. Hein? Moi, j'ai 3 R dans la vie, recule, respire, reviens. Donc, je voulais attendre que vous ayez fini. En fait, c'est sûr qu'ici, la grande force du Québec, c'est son authenticité puis son empathie. Je ne pense pas que regarder les différents modèles d'affaires, comme qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres entreprises américaines et d'autres géants, va faire en sorte qu'on aura cette zénitude-là par rapport à nos emplois. Ici, on est dans une société de transformation et d'apprentissage continu. Les emplois ici vont se transformer plutôt que de se perdre, et l'intelligence artificielle est en train de transformer notre part d'attache de notre expertise. Donc, on ne va plus faire, mais on va se situer sur la chaîne de valeur à des endroits différents dans notre expertise, c'est-à-dire en contrôle qualité. Tu vas utiliser ton expertise technique, ton expertise dans ta matière pour valider si la donnée qui rentre dans une application propulsée par l'intelligence artificielle, elle est de qualité. Et à la sortie, regarder si les résultats peuvent être mis comme des décisions. Donc, dans la chaîne de valeur, tu es toujours dans ton expertise, mais au lieu de faire, tu vas être à l'extérieur et tu auras cette relation différente-là. C'est un peu comme dans la révolution industrielle, tout le monde pensait qu'ils allaient perdre leur emploi, mais les travaux manuels se sont transformés en superviseurs de machines. Et il y a des emplois qui ont été créés grâce à la révolution industrielle. Ça a pris 30 ans dans cette transformation pour que les routes changent, les métiers changent, la grandeur des bâtiments change. Avec Internet, c'était la même chose, mais ça a pris 10 ans. 10 ans, quand Internet est sorti, les gens pensaient qu'on allait être une nation au chômage. On n'est pas une nation au chômage. À la place, les emplois se sont transformés. Donc, un webmestre n'aurait pas pu exister sans Internet. Du e-commerce aussi accéléré, aussi universel, n'aurait pas pu exister sans Internet. Avec les réseaux sociaux, ça a pris 2 ans avant d'avoir cette transformation-là. C'est des nouveaux métiers comme l'ingénierie sociale sur les plateformes numériques, le marketing numérique accéléré. T'sais, regarder de façon cognitive, c'est des nouvelles sciences, des nouveaux métiers qui se sont créés, puis le métier d'influenceur, ça existe, le métier, a été créé. Mais avec l'IA générative, tout s'est ébranlé en 2 mois. C'est pourquoi les gens ont si peur de perdre leurs emplois, parce qu'on est dans une révolution intellectuelle où la grande promesse, c'est que des tâches faites par les humains de façon intellectuelle peuvent être remplacées par une machine. Mais la tâche, elle fait que de se transformer. Donc,
les métiers qui vont exister pour le futur n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, les 5 à 10 prochaines années, on va voir émerger des nouveaux métiers qui n'existent pas. Donc, il va y avoir de la requalification des travailleurs et tout le monde aura une assise financière quand même, malgré la peur que ça crée présentement à cause des modèles des géants qui licencient de façon massive les gens. Mais au Québec, notre authenticité, je pense que si on doit être fier de quelque chose, c'est pas nécessairement tout l'intellect qu'on a, mais c'est notre empathie, notre bienveillance sociétale. Merci. Thierry, enchaîné? Je vais peut-être passer dernier parce que je suis un prof et je vais vous parler de littérature académique, donc ça va prendre du temps. Bon, merci. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que 5X, c'est beaucoup plus que 5X. Plus que 5X. Oui, donc même chez Zetan, donc les gens qui utilisent notre plateforme dans des tâches du quotidien vont aller chercher du 80-90% d'amélioration. Et c'est surtout dans des tâches qu'ils n'aiment pas faire, que s'ils pouvaient les déléguer à quelqu'un ou les automatiser, ils l'auraient fait depuis longtemps. Donc il faut arrêter de trop de parler de l'IA, il faut parler de transformation numérique. Et dans cette vision-là, oui, il va y avoir des grands changements. Donc dans le long terme, dans le court terme aussi, chez Zetan, on utilise des outils de code, de développement de logiciels qui nous sauvent 60-70% de temps. Mais comme dit Anne, ultimement, il faut que quelqu'un d'expérience regarde le code pour dire que oui, il est bon, comme si un junior l'avait codé. Je veux dire, ce n'est pas différent comme tâche au niveau processus. À long terme, je pense que ça va être une discussion, même pas à long terme, parce que comme vous dites, 30 ans, 10 ans, on est là. Ça a pris 1 an, puis on a déjà de l'IA un peu partout en IA génératif. Mais vous savez, à un moment donné, on rentrait dans les entreprises, puis on leur demandait aux employés ou aux applicants de postes, connaissez-vous Microsoft Office? Savez-vous utiliser PowerPoint, Excel et Microsoft Word? Si on disait non, on n'avait pas l'emploi. Et l'employé à l'interne qui ne voulait pas s'adapter à ces outils, après qu'on lui ait offert de la formation, du coaching, il fallait qu'ils aillent ailleurs parce que c'était les nouveaux outils. Ça a pris des années pour que cette Microsoft Suite, mais ça peut être d'autres outils, ont été adoptés. L'IA, c'est ça va être ça dans pas longtemps. On va demander aux gens, connaissez-vous les outils d'IA propres à votre fonction, propres à votre métier? Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout connaître de l'IA, parce que pour une entreprise, ça devient un accélérateur, vous savez, un carburant de productivité dans un contexte de transformation numérique, autant qu'a été les autres outils avant nous, avant cette phase. Donc je pense que ça va être ça, mais le 5X, c'est de sous-estimer la puissance dans certaines tâches, pas dans tout, mais dans certaines tâches. Intéressant. J'aimerais, avant de continuer, tu as touché sur le mot productivité. J'aimerais savoir du point du professeur, la valeur pour la société, la productivité. Je vais être très embêtant. Comment vous définissez la productivité? C'est ça. Donc la productivité, c'est la productivité du capital ou productivité du travail. Donc quand est-ce que l'intelligence artificielle impacte le capital et quand est-ce qu'elle impacte le travail? C'est certain que ça va améliorer la productivité et ça l'améliore déjà. Ce que j'aimerais peut-être, c'est revenir sur votre question précédente, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. L'IA et le travail. Donc, moi, je suis un prof, je suis un chercheur. Donc, ce que je regarde, c'est toute la société. Et pas seulement ceux qui savent utiliser ces outils, aussi ceux qui peut-être ne vont pas être capables d'utiliser ces outils, etc. Donc c'est une question qui est extrêmement compliquée en fait. Est-ce que l'intelligence artificielle, cette révolution, va changer le marché du travail, va réduire le travail, va changer le marché du travail? Elle va changer le marché du travail. On l'a dit, je suis d'accord avec tous les intervenants. La façon dont il faut voir ça, c'est déjà de quelle IA parle-t-on? Est-ce qu'on parle de Copilot, donc une IA générative commerciale qui m'aide finalement, et puis c'est quand même pas compliqué. Tout le monde, la preuve, pourquoi est-ce que c'est un succès, les ChatGPT de ce monde? Parce que c'est facile. C'est la première fois que je peux faire du code Python sans même savoir, derrière il y a un agent qui va utiliser du code Python parce que l'IA générative n'est pas capable, c'est des agents. Et du coup, je parle à un assistant, une assistante,
qui me sort le nombre de mots de mon fichier Word. Bon, j'aurais pu utiliser Word, mais j'utilise ChatGPT, je mets mon fichier Word, etc. Et dans ce que je viens de vous dire là, il y a énormément de dimensions. Souveraineté des données, etc. Donc dans l'IA, donc est-ce que l'IA et le marché du travail, ça va bien ensemble? De quelle IA parle-t-on? Donc si on parle d'IA générative, je n'ai pas de souci. Ça va vous aider à écrire votre email, corriger quelques... Moi, ça corrige mes fautes de français. C'est parfait. Maintenant, c'est pas ça la transformation de la société. C'est pas ChatGPT, c'est pas Copilot. La transformation de la société, la transformation des organisations, c'est ce que vous décriviez, c'est d'avoir une personne, un assistant, une personne virtuelle qui est en train de m'aider à coder, qui est branché sur des machines, des PLC dans des entreprises manufacturières au Québec, et qui va aller chercher ces données. Et j'ai des modèles mathématiques d'IA prédictive qui vont m'aider à prendre de meilleures décisions. Et là, vous voyez que d'un seul coup, ça devient plus intéressant, en fait, parce que c'est la société de demain. Donc, ce n'est pas ceux qui utilisent Copilot et qui utilisent ChatGPT, c'est des assistants, en fait, qui sont dans des entreprises manufacturières ou des banques, ou etc. Des robots traders sur les places de marché qui ont remplacé complètement ou à peu près complètement les humains. Donc, ce qui se passe, c'est que vous vous rendez compte que finalement, c'est peut-être pas les opérateurs des machines qui vont être atteints, parce que de toute façon, ils n'utilisaient pas la suite Microsoft Office dans leur travail quotidien. Ils utilisaient plutôt des clés à pipe, etc., pour changer un mandrin. En revanche, c'est plutôt le directeur de l'usine qui est concerné. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un directeur d'usine quand finalement je peux avoir plusieurs usines et je suis le niveau N+1 des directeurs d'usine dans des entreprises multinationales industrielles par exemple, ce qui est le cas, une entreprise manufacturière est souvent internationale. Donc je peux me passer de mon directeur d'usine. Je peux avoir un directeur d'usine pour plusieurs usines, parce que d'un seul coup, je réduis ces prises de décision à l'essentiel et je suis aidé par des modèles mathématiques. Je ne parle pas d'IA générative qui peut halluciner, je parle de modèles mathématiques avec des taux de précision extrêmement élevés. Je parlais d'apprentissage profond tout à l'heure. Donc c'est ça la vraie transformation de l'IA dans les sociétés. Et c'est vrai que quand vous voyez le monde comme ça, vous vous rendez compte que qui va être atteint en fait par ça? Est-ce que ça va être les opérateurs? Est-ce que ça va être les cols blancs? Vous voyez que ça peut être en fait d'avance les cols blancs. Donc c'est une vraie révolution. Maintenant, là où je mets une petite nuance sur cette révolution industrielle, vous savez, on parle de la révolution industrielle 4.0 avec l'intelligence artificielle. Ça crée un biais implicite dans votre cerveau. Ça veut dire qu'il y a eu une révolution industrielle 1, 2, 3 et maintenant 4. Une unité de différence entre la 1, la 2, la 2, la 3, la 3, la 4. Oubliez ça. La révolution industrielle 4.0, l'IA telle que je viens de vous la décrire, elle est unique dans l'histoire de l'humanité. Nos générations doivent se poser ces questions. Nous, les chercheurs, on n'a pas toutes les réponses. On fait de la science se trompe, c'est des processus itératifs, mais on commence à voir en fait dans la littérature qu'effectivement il y a des enjeux extrêmement importants pour le marché du travail. Et il va être question pour les gouvernements, c'est la responsabilité du gouvernement, parce que les entreprises, elles sont dans leur lampadaire, dans la lumière de leur lampadaire, elles ne voient pas toute l'équation, mais c'est vraiment de la responsabilité de nos gouvernements de se poser la question de comment est-ce que j'accompagne. Il n'est pas question de résister, il est peut-être question de résister à de l'IA générative commerciale qui ne serait pas conforme à nos valeurs éthiques ou nos valeurs de société, mais en revanche, il faut vraiment se poser la question de comment est-ce que j'accompagne ma société dans cette transition qui est une transition unique dans l'histoire de l'humanité. À nouveau, ce n'est pas la révolution industrielle 4.0, c'est exponentielle 4. On est ailleurs. Donc il faut absolument qu'on se pose, nos générations se posent ces questions parce que nos enfants et nos petits-enfants nous regarderont comme vous regardez la naissance de l'Internet. Certains sur ce panel sont aussi vieux que moi et ont connu la naissance du Commodore 64 et puis de l'Internet. Et puis à chaque fois, on avait les mêmes conversations. J'espère que vous comprenez que cette révolution-là, ce n'est pas la révolution de l'Internet, ce n'est pas la révolution du Commodore 64 que j'ai adoré. On est au-delà. C'est vraiment des transformations extrêmement importantes de nos sociétés. Donc il faut, et notamment le marché du travail, donc il faut vraiment faire cette transition. Je vais vous faire un parallèle, pour être encore plus clair peut-être avec l'analogie que je veux vous faire, la mondialisation. Est-ce qu'on est pour ou contre la mondialisation? On est pour la mondialisation. Ça vous permet d'aller chercher des choses intéressantes ailleurs, etc. En même temps, ne pas accompagner une économie qui va se désindustrialiser, ça crée
les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est pour ou contre l'IA ? Oui, parce que franchement, ça m'aide à corriger mes fautes. L'IA générative commerciale m'aide à corriger mes fautes de français dans mes courriels, mais ça m'aide aussi à aller un petit peu plus loin. Et comme je vous disais, il y a une autre IA dont on ne parle jamais, qui est la vraie IA impactante, en fait, celle dans les entreprises, etc., et qui va changer nos sociétés. Donc il faut absolument que le gouvernement nous accompagne et accompagne les entreprises dans cette transition, pour ne pas faire la même erreur qu'on a fait avec la désindustrialisation. Je suis désolé, je suis un proche, parle longtemps. Non, mais vous avez touché sur un grand point. Je dirais que c'est plutôt philosophique. Hier, j'ai regardé une entrevue avec un ancien de Google qui est maintenant un cabinet privé. Il parlait de la philosophie de développement de l'IA en Chine contre les États-Unis et l'Amérique du Nord. La Chine, la philosophie, c'est je développe des solutions d'IA pour implanter immédiatement dans des cas pratiques. Contre les États-Unis qui disaient que je développe le meilleur modèle, le plus puissant au monde, et je développe des modèles pour avoir le meilleur au monde. Et je le laisse partir partout comme OpenAI. Et de ce point-là, il a dit que est-ce que c'est la meilleure façon d'y aller au marché, de le laisser pour tout le monde jouer avec, ou est-ce qu'on doit prendre l'approche de plus, je dirais, conservateur, de trouver des cas très pratiques pour améliorer la productivité de notre société, je ne sais pas quoi. Alors, ces deux philosophies, je trouve très, très intéressantes. J'aimerais savoir, du côté privé, du côté public, que pensez-vous? Donc, nous, c'est une très bonne question parce que Zetan, on a commencé dans l'IA, quand l'IA, c'était le début du machine learning, du deep learning, donc l'apprentissage profond. Et on était amené au Québec, au Canada, un peu partout dans le monde d'ailleurs, c'était des projets de fine pointe. Quelqu'un avait un problème spécifique pour une voiture autonome qui puisse faire quelque chose de A, B à C, et on mettait une équipe autour pour trouver une solution. Et donc, c'est des projets, on a fait au-delà de 50 projets industriels, toute industrie confondue. Et ce qu'on a réalisé depuis une couple d'années, c'est que oui, ces projets-là sont importants, mais l'adoption de l'IA, pour qu'elle devienne concrète, doit être dans les travaux, les tâches de tous les jours des gens dans une industrie, dans une entreprise, dans une organisation, dans un département. Et donc l'adoption doit être facile, doit être ne doit pas faire peur. Donc productivité ne veut pas dire éliminer des emplois nécessairement, comme on disait tout à l'heure. Mais l'autre aspect aussi qui est très important, vous savez, c'est que l'IA aujourd'hui, la philosophie de l'IA, c'était de développer des modèles pendant longtemps. Et la communauté de recherche internationale a décidé il y a longtemps que ces modèles-là devenaient ouverts, open source. Donc tout le monde a accès aux meilleurs des modèles qui peuvent sortir des meilleurs des universités partout dans le monde, plus ou moins. Donc ça apporte des avantages. Tout le monde a accès. Les bons et les moins bons, les méchants et les gentils. Donc ça ouvre tout à tout. C'est un coffre à outils disponible à tout le monde. Ce qu'on voit depuis quelques années, c'est plutôt l'emphase sur l'application de ces modèles. Donc les modèles sont disponibles à tout le monde. Qui va s'en servir pour faire du bien autour de soi? Que ce soit du bien dans l'entreprise, dans l'humanité, dans des causes sociales, etc., etc. Donc ce n'est pas seulement, quand on parle du gouvernement, il y a cette notion de est-ce qu'on contrôle les modèles? Mais les modèles, ils sont open source, puis ça va être très difficile de renverser cette vapeur, parce que ça fait une décennie ou plus que c'est ça. Donc, ça va être dans comment est-ce qu'elles vont être appliquées et dans quel contexte humain, social et autres pour amener une vraie valeur autour de soi. Donc, je voulais vraiment... Il y a deux questions dans ta question et je voulais couvrir les deux. Mais ça vient vite. Hein. Dans 10 ans, moi, je ne pense pas que c'est nécessairement une... Donc, il y a 10 ans, 2015, c'était quoi l'IA en 2015? Est-ce que vous en parliez autour de la table chez vous? Probablement pas. Maintenant, on est en 2025. Imaginez l'IA juste dans 10 ans, en 2035. Basé sur ce qui vient de se passer depuis 2 ans, comme vous dites, c'est une révolution exponentielle. Donc, et ça va arriver en quelques années. Alors, il faut se préparer. Si vous êtes entrepreneur, comment vous allez utiliser l'IA pour accélérer votre entreprise? Parce que vous ne pouvez plus vous permettre d'embaucher 50 personnes quand 10 personnes avec de l'IA peuvent faire le travail. C'est vraiment ça qu'on voit. Si vous êtes dans le côté but non lucratif ou gouvernemental, ou que ce soit au niveau municipal et autres, comment vous allez utiliser l'IA pour mieux servir la population,
pour mieux desservir des services, pour qu'on ne continue pas à acquérir des dettes et des dettes à en plus finir. Donc, il y a vraiment des questions importantes de l'application de l'IA dans votre quotidien pour bénéficier des gens autour de vous. C'est intéressant. On est dans des courses complètement différentes avec des proportions complètement différentes. Tu sais, les gens qui développent, qui sont les 9 plus grandes compagnies de technologie au monde, sont dans une course, eux, à partir d'une question qui s'est posée dans les années 50. Donc, on s'imagine dans un collège, dans un sous-sol, collège Dartmouth, il fait sombre, il y a des scientifiques, les mêmes que Thierry a nommés tout à l'heure. Puis leur seule question, c'était est-ce qu'un jour, la machine pourra réfléchir comme un humain? Eux, c'est ça la course. L'avancement technologique, les innovations technologiques, c'est pour se rapprocher de plus en plus à ce que la machine agisse comme un humain. L'autre course, en fait, c'est la course à la productivité, qui est une course complètement différente. C'est la compétitivité de chacune des entreprises à travers leur mission, de faire mieux, de faire plus vite pour demeurer pertinent et pas perdre leur pérennité et leur sens dans le marché du travail. Donc, on a quand même un grand delta, donc un grand écart entre cette course-là à l'avancement, où il y a 2 semaines, OpenAI a lancé Figure 3 en même pas 14 mois de différence avec le lancement de Figure 1. Donc, Figure 1 qui était un robot capable de choisir sur un comptoir avec plein d'items le seul item comestible, puis dans ce cas-là, c'était une pomme. Donc, tout le monde était impressionné. Après, les gens étaient impressionnés que Figure 2 était capable de substituer à des humains dans une manufacture comme chez BMW. Donc, les gens, au lieu d'être des superviseurs et des monteurs de ligne, étaient rendus des superviseurs de ces robots-là. Et il y a 2 semaines, donc vraiment à l'intérieur de ces 14 mois-là, on a un robot Figure 3 qui est capable de faire la vaisselle, de plier des petits bas de bébé, de plier des grands pantalons d'ado, de même décorer la maison, replacer les coussins. Donc, dans eux, cette course-là, quand on nomme les géants, c'est normal qu'il y ait ce grand écart-là, puis c'est normal que la philosophie, les valeurs qui habitent ces entreprises-là ne sont pas nécessairement la pérennité au niveau du développement social, économique d'une société entière. Eux, leur projet, ce n'est pas ça. Leur projet, c'est de s'approcher de plus en plus de l'humain à travers les machines. Donc, c'est sûr que dans la proportionnalité des capacités qui sont répandues, qui sont lancées à chaque 2 semaines, ce ne sont pas nécessairement ces robots-là qu'on va avoir besoin dans une entreprise locale. Ce sera plus des dispositions comme les entreprises comme Zetan qui sont proches de leur clientèle, qui sont proches des problématiques locaux, qui vont réussir à adapter cette grande proportionnalité, cette grande capacité-là en outils qui sont utiles. Donc, il faut vraiment faire la distinction des deux. Puis, c'est rare dans la société qu'on est capable de dissocier les deux ensemble parce qu'on semble d'être sur la même planète, mais on n'est pas sur la même piste de course du tout. Merci beaucoup. Il nous reste vraiment 5 secondes. Nous avons une période de questions et réponses, si je ne me trompe pas. Mais on va continuer maintenant. Dans l'audience, si vous êtes prêts à poser des questions, si vous avez des questions, s'il vous plaît. Oui. Le microphone. Je suis le collègue de John, donc directeur innovation au centre-ville. La question de la consolidation de ces startups et de ces organismes à l'avenir, comment vous voyez les choses à Montréal et quel est l'horizon, je dirais, de consolidation vraiment qui s'en vient dans le monde de l'intelligence artificielle? Merci. Tu veux le prendre? Je peux peut-être mettre un point pour commencer, puis vous y pour la suite. Tu sais, on voit de plus en plus des gens qui font force commune. Le contexte géopolitique a fait en sorte que les gens se sont beaucoup plus ouverts aux partenariats d'affaires. C'est Cofomo qui acquiert Vidence pour se créer une force supplémentaire. Vuban qui s'étend dans le reste du Canada avec des cas d'usage beaucoup plus forts, avec des cas d'usage aussi qui sont multisectoriels. Donc, se créer une force de cette façon-là. La même
façon que même les géants commencent à mettre leurs forces ensemble, tu sais, quand on regarde OpenAI avec NVIDIA, la collaboration qu'ils ont ensemble. Donc, la prochaine grande étape, c'est de dire, moi, je ne peux pas avancer seul. Il faut que je crée des partenariats. Puis, on le voit au niveau local, encore une fois, avec l'exemple de Kofomo et de Vidence à travers MoveAI qui se sont fait acquérir par le groupe Publicis, un groupe français, mais avec une assise canadienne aussi. Donc, c'est dans cette réunion des forces-là qu'on va arriver à avancer dans cette course. Excellent. Oui, je pourrais peut-être rajouter qu'il y a un enjeu aussi par rapport à la situation économique, où si tout le monde essaie d'innover dans son coin, ça va être difficile à un moment donné de percer. Puis, comme au gouvernement, c'est des choses qui sont bien vues et étudiées. Puis, il y a plein de programmes qui encouragent les partenariats entre les différentes entreprises, les différentes institutions, pour pouvoir justement créer cette synergie-là. Et en même temps, ce qu'on voit dans les 2 dernières années, les gens étaient intéressés par les outils d'IA, mais c'était l'effort de chacun de trouver comment l'intégrer dans sa suite ou dans ses solutions. Et bien, ça devient un travail qui est pas évident, donc ça demande à chacun de devenir un expert un peu de l'IA pour pouvoir faire cette intégration-là. Et là, ce qu'on voit, c'est un changement un petit peu dans la façon d'adopter l'IA dans les chaînes de production ou dans les différents modèles d'affaires. Ils préfèrent plutôt engager une équipe experte qui ont des outils, eux, qui les maîtrisent bien, mais ils ne veulent pas juste adopter l'outil, ils veulent l'expertise. Donc, je pense que ça va faire en sorte que pour consolider, il va y avoir des groupes qui vont devoir travailler ensemble pour devenir des groupes experts pour créer cette synergie-là d'adoption rapide, pour suivre cette course effrénée. Alors que peut-être que dans les modèles passés, c'était plus chacun devait faire son effort dans son coin pour y arriver. Ça va être tellement rapide que je pense que cette consolidation-là va être un besoin face à cette course à l'innovation et cette course à l'adoption de ces outils-là. Quelque chose à enchaîner? Et puis je suis curieux de vous entendre aussi, c'est vraiment une question pour vous trois, moins pour moi, pour dire la vérité. Donc à nouveau, moi je suis un prof, donc je suis embêtant. Et ma question à moi, c'est est-ce qu'il y a un échec de marché? Et parce que vous êtes un marché, je vous regarde, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes sur un marché. Et est-ce que ce marché fonctionne ou est-ce qu'il y a un échec de marché? Et s'il y a un échec de marché, ça justifie, donc très simple ma façon de penser là, ça justifie que le gouvernement vous aide, etc. Donc est-ce qu'on a besoin de la consolidation? Est-ce que vous avez besoin de la consolidation, d'une forme de consolidation, etc. Puis à nouveau, donc je pose juste des questions là, mais j'aimerais aussi, du coup, dans l'IA, et Anne en parlait, et j'entendais les modèles d'IA, et ça, c'est les éléments de langage qu'on utilise depuis quelques années. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de modèles d'IA. Et en réalité, puis moi, je suis un chercheur, donc ce que je publie, c'est open source par définition. Donc, mais est-ce que l'IA, c'est les modèles? Donc des modèles, vous imaginez des formules mathématiques dans un algorithme sur de la puissance de calcul. Ou est-ce que finalement, ce qui est important là-dedans, c'est les données? Puis voyons, et c'est ce que Anne mentionnait, on passe de la technologie au modèle d'affaires de la technologie. Est-ce qu'un robot va me remplacer? Ça dépend du coût du robot. C'est la finance, c'est le modèle d'affaires, c'est pas la technologie. Ouais. Donc quand on parle de l'IA, et je pense à votre question sur la consolidation, est-ce qu'on parle de la consolidation en général des entreprises d'IA? Mais vous comprenez que maintenant, comme j'ai défini ce que j'ai défini, quand on parle d'une entreprise en IA, vous en avez des milliers de différentes. Oui. Est-ce que c'est une entreprise qui est du côté des données? Est-ce que c'est une entreprise qui est du côté des modèles? Est-ce que c'est une entreprise qui est du côté des données dans le manufacturier, je ne sais pas moi, pâtes et papiers? Est-ce que c'est le manufacturier plutôt pharmaceutique, etc. Donc vous vous rendez compte que, et c'est là où la question revient, est-ce qu'il y a un échec de marché? Et parce que si je pousse toutes les entreprises de l'IA avec cette méta-définition à se consolider, peut-être que je vais être contre-productif. Donc il faut... À nouveau, je m'excuse, je suis embêtant, c'est la complexité. Un penseur qui s'appelle Edgar Morin sur la complexité. Voilà, il faut revenir, c'est des sujets qui sont extrêmement importants et il faut que le gouvernement se pose toutes ces questions.
analyse, soit et le niveau de littératie. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Non, c'est le c'est moment en de fait. le faire. Ouais. Donc désolé, je ne peux pas apporter une réponse, moi, mais je suis un chercheur, je pose juste des questions, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, il y en a une ici. OK, en arrière. Salut, moi c'est Oliando. Bienvenue. Je suis à Sherbrooke ici, comme plusieurs d'entre vous justement. Et on entend récemment parler de beaucoup d'enjeux autour de la souveraineté, notamment en matière de cloud. Et je me pose la question, est-ce que dans vos initiatives en matière d'IA, vous pensez à la souveraineté? Souveraineté des données, c'est toute une discussion. On parle de souveraineté des données. Souveraineté? C'était ça le mot? Oui. Souveraineté numérique. La souveraineté des données ou la souveraineté numérique ou la souveraineté numérique et des données? L'un ou l'autre. OK. J'aimerais vous entendre sur la question de façon générale. Ben, c'est une bonne question. Moi, je vais vous dire que depuis un an, à peu près 12 mois, un peu plus, un peu moins, 80% de nos clients de moindre envergure, même s'ils ne connaissent rien à l'IA, vont nous dire on présente la solution, tout ça. Génial, vous allez nous sauver plein de temps, plein de trucs. Est-ce que vous avez une politique de souveraineté des données? Parce que c'est rendu médiatisé tout ça. Hein. Donc, un des problèmes qu'on voit dans l'adoption de l'IA partout où on va, où je vais, et je parle à des douzaines et des douzaines d'entreprises, c'est qu'il y en a qui sont matures, j'appelle ça une maturité d'entreprise dans le domaine de l'IA, et ça ne veut pas dire qu'ils font de l'IA à l'interne, mais ils ont pensé à comment ils peuvent l'utiliser, la mettre au profit de leurs clients ou de leurs employés. Mais souvent, ils sont nourris de ce qu'ils entendent dans les journaux. Donc là, c'est les tarifs, c'est les guerres au niveau économique, tout ça. Donc oui, le problème de la souveraineté des données est réel, au moins dans les entreprises avec lesquelles on parle. Et même plus dans les critères 3 ou 4, là, si j'en nomme 3 ou 4, c'est rendu un des top 2. Ils ont vraiment une crainte que les données vont être utilisées par quelqu'un d'autre hors du pays avec des intentions pas très pures. Et donc, il faut être capable d'offrir cette option assez rapidement. Et en passant, des options existent, là, donc ce n'est pas incontournable. Mais c'est certainement quelque chose, et je sais que le gouvernement canadien au niveau fédéral veut faire la même chose. Donc, ils ont lancé une grande initiative il y a à peu près une couple d'années qui a été remise encore plus forte, tout autour de la souveraineté du Canada, des données, des centres de traitement de données et je vous dirais même de l'utilisation de l'IA, pas seulement gouvernementale, hein, mais dans les entreprises grande définition. Je pense que l'autre question, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on veut une souveraineté numérique? Ça nous permet en fait de mieux définir la proportion de souveraineté et d'indépendance qu'on veut, tout dépendant du modèle d'affaires. Parce que même s'il y a des modèles canadiens, quand on regarde Cohere, par exemple, c'est une compagnie canadienne, lorsqu'on regarde leur infrastructure, il y a quand même des infrastructures, des portions de l'infrastructure qui débordent les frontières de façon naturelle et de façon systématique, même pour la protection, parce que tu ne mets jamais la protection de tes données au même endroit que tu mets ta donnée. Donc, automatiquement, il faut sortir des frontières. Donc, c'est encore plus important de définir c'est quoi la souveraineté, le niveau de souveraineté, parce qu'une solution 100% canadienne, est-ce qu'on veut que les serveurs soient même produits ici, que la donnée soit ici? Justement, est-ce que ça peut servir que le Canada? Donc, cette question est essentielle au-delà de justement tout ce qu'on entend dans les médias parce que ça a l'air simple d'être souverain. Ce n'est pas si simple dans le monde où la technologie a été créée quand même par 9 géants qui sont de façon intrinsèque positionnés de façon universelle. Donc, quand tu prends ton téléphone, même si tu prends un téléphone que tu penses 100% canadien, il y a des portions qui ne sont pas canadiennes. Donc, il faut se garder honnête dans nos ambitions de souveraineté. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre période de questions. Je m'excuse, je ne voulais pas être impoli. Il faut que je respecte le temps, sinon ils vont me tuer. Mais je veux remercier le panel. Merci mille fois d'être ici. Merci pour l'animation. Je suis très... et merci à l'audience. Bonne Montréal Connect, bon MTL Connect. On se voit plus tard sur le terrain. Et merci et bon après-midi. Bon lunch.
Merci beaucoup. Merci à vous. C'était fort riche comme discussion. Alors, on s'en va à l'heure du dîner. On sera de retour à 13h. Et aussi, si ça vous tente d'aller faire un tour au speed dating, c'est jusqu'à 13h30 au 2e étage. L'entreprise coup de cœur est FAC. Merci. Bon lunch.